Si on veut générer des millions en francs suisses aujourd'hui, il va falloir engager des centaines de milliers de frais, voire des millions, pour pouvoir gagner des millions. Une des meilleures valeurs refuge au monde, c'est le franc suisse. On ne devient pas riche en 7 ans, en 6 ans, en investissant sur du franc suisse. On fait fortune dans la bourse ou dans la crypto, et on se dirige vers l'immobilier pour continuer à fructifier ses avoirs et les sécuriser. Voilà, moi j'ai pas fait ça dans ce sens. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Épisode un petit peu particulier aujourd'hui, puisque je suis avec Zied, on va parler des marchés financiers. Surtout, je vais le challenger sur les marchés financiers. Hello Zied. Salut Edouard. Merci beaucoup d'accepter mon invitation dans cet épisode aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Donc, moi je suis très immobilier, immobilier suisse, roman, tout ça. Je crois rien au reste, je crois à rien d'autre que l'immobilier. Donc le but aujourd'hui, c'est que tu m'expliques. J'ai parlé de l'immobilier en Espagne, j'étais pas bien. Là, on va parler de crypto-monnaie, peut-être un peu, de marché financier. Je vais essayer de comprendre. Je vais certainement pas comprendre. Mais voilà. Dis-nous peut-être un peu plus sur toi, présente-toi rapidement, et puis ensuite on rentre dans le débat. Alors, écoute, moi, je m'appelle Zied Medeb. J'ai un parcours bancaire, donc j'ai un diplôme en opération bancaire. J'ai travaillé plus de 7 ans dans le domaine bancaire, chez Crédit Suisse, chez UBS, et principalement dans le domaine de la gestion de fortune, sur les marchés internationaux, plus particulièrement sur les marchés du Proche-Orient. Alors effectivement, tu l'as très bien souligné, je suis plutôt un financier, puis la finance et l'investissement boursier, parce qu'il y a différents types d'investissements, mais l'investissement boursier, c'est une passion. Et donc du coup, voilà, je suis le fondateur de Foster Club, Foster Invest Club. C'est un club que je souhaite consacrer à l'entrepreneuriat et à l'investissement boursier en particulier. Donc vous retrouverez du contenu sur internet où on parle principalement de bourse, de trading, de crypto, où on a la chance aussi de recevoir des entrepreneurs, et on a eu la chance de te recevoir sur Foster Club. L'idée étant de mettre en lumière des entrepreneurs à succès, pour qu'on puisse partager avec eux aussi leur expérience, leur expertise. Et voilà, je crois que dans les grandes lignes, c'est ça. Dans les grandes lignes, c'est parfait. Magnifique. Et du coup, alors ma première question pour rentrer dans le vif du sujet, c'est, là, admettons, voilà, j'ai fait fortune dans l'immobilier, parce que ça marche toujours l'immobilier. Et maintenant, je veux investir dans les marchés financiers. Je sais pas, j'ai perdu la tête un peu. Mais comment est-ce que tu te retrouves? Ma première question, c'est ça. Comment est-ce que tu te retrouves dans ce merdier un peu? Parce qu'il y a énormément de choses à faire. Comment est-ce que tu sais où tu dois investir? ETF, des actions, de la crypto, parce qu'on peut l'intégrer, des actions, j'en sais rien moi. Il faut acheter Nestlé, ou voilà. Alors effectivement, ta question, elle est très pertinente. Simplement, je l'aurais posé différemment. Tu dis, j'ai fait fortune dans l'immobilier, maintenant je vais investir dans la bourse. Alors, c'est le contraire. On fait d'abord fortune dans la bourse et ensuite on sécurise nos avoirs dans l'immobilier. C'est un petit peu ça l'idée. Okay, alors après, là où effectivement je te donne raison, c'est que c'est un environnement peut-être un petit peu plus sophistiqué et qui offre bien plus de panels et d'alternatives d'investissement que l'immobilier, puisque l'immobilier c'est un secteur à part entière et que dans la bourse, on va retrouver différents secteurs, dont l'immobilier d'ailleurs, puisque dans la bourse, on peut se diriger vers des investissements immobiliers au travers de fonds d'investissement, un sujet que tu connais bien puisque je sais que tu l'as déjà traité sur ta chaîne. Donc du coup, on se retrouve sur les marchés financiers à investir dans le domaine de l'immobilier. Comment on se retrouve dans tout ce schmilblick que tu as évoqué, ETF, actions, obligations, à vouloir être partout, on n'est nulle part. Je pense que même dans le domaine de la bourse et de l'investissement et des marchés financiers, c'est important de se focus peut-être sur une ou deux classes d'actifs. On va la déterminer en fonction de ton profil, ton âge, un petit peu aussi de ton aversion au risque. Et pour pouvoir un petit peu dépatouiller tout ça, le plus simple c'est de se poser, de fixer clairement ses objectifs, de savoir aussi un petit peu ce qu'on recherche. Si on veut faire fortune rapidement, parce que on est jeune et puis qu'on veut profiter, comprendre sa retraite. T'as quel âge? 27 ans? Tu veux prendre ta retraite à 40
si tu veux prendre ta retraite à 35 ans, bah, effectivement, la bourse, je crois que c'est une très bonne alternative. Alors, je m'étends peut-être un peu dans la réponse, mais parce que ta question, Non, mais elle c'est est... ça. Moi, je suis jeune, risqué. Je veux du risque. Tu veux du Ça risque? vite. Ouais. Alors, tu trouveras pas meilleur canal d'investissement que les marchés financiers, parce que dans les marchés financiers, ce qui est important d'expliquer aussi aux éditeurs, c'est que on va retrouver du conservateur, du défensif, comme du très risqué. Et c'est à ce moment-là que ça va être déterminant de clarifier, de fixer une classe d'actifs. Les actions, typiquement, quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Donc voilà, on considère que les actions, c'est une classe d'actifs plus ou moins risquée. Comme tu viens de le dire, si tu as une aversion, un appétit au risque très élevé, on va te diriger plutôt vers des actions, vers des fonds d'investissement 100% actions, et je dirais même dans les actions, dans un type d'action risquée qu'on pourrait appeler des actions de sociétés émergentes ou de sociétés naissantes, ou encore une fois, il y a la bourse, c'est mieux que tout. C'est mieux que l'immobilier. Non, ce que j'essaye de dire, c'est que ce qui est important, c'est qu'encore une fois, plus on va chercher du rendement, plus on va chercher à gagner de l'argent rapidement, et ça c'est partout, que ce soit dans l'immobilier ou dans la bourse, plus le risque va être grand. Le marché ne t'offre pas du rendement, ne t'offre pas d'argent gratuitement. On ne devient pas riche en 7 ans, en 6 ans, en investissant sur du franc suisse. Puisque c'est une devise relativement solide, probablement la devise la plus solide et une des meilleures valeurs refuge au monde, c'est le franc suisse. Donc c'est vrai qu'on peut gagner beaucoup d'argent probablement en investissant dans du franc suisse. Mais si on veut générer des millions en francs suisses aujourd'hui, va falloir engager des centaines de milliers de frais, voire des millions, pour pouvoir gagner des millions. C'est un peu ça l'idée. Donc on fait fortune dans la bourse ou dans la crypto, et on se dirige vers l'immobilier pour continuer à fructifier ses avoirs et les sécuriser. Voilà, moi j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça dans ce sens. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai commencé dans l'immobilier pour faire un patrimoine que je vais faire fructifier toujours dans l'immobilier. Tu vois, jamais aller dans les marchés financiers. Par contre, j'avais une question. Moi, je voulais rebondir sur la partie risque. Un truc qui m'intéresse bien, parce que ce que je vois vraiment chez les personnes qui ont passablement de fortune souvent, ou les clients qu'on voit, et respectivement quand j'étais aussi en courtage en résidence secondaire, j'ai souvent vu ça. Parce que souvent en résidence secondaire, évidemment, c'est des gens qui ont déjà un peu de fortune, qui ont déjà acheté l'immobilier, qui ont certainement souvent des portefeuilles d'actions. Et puis, souvent, ils utilisent leurs assets qu'ils ont déjà. Donc souvent, c'est des comptes titres avec des actions. Et puis, ils les utilisent pour les mettre en garantie pour faire de l'investissement immobilier. Et là, ma question, c'est, en tant que gérant de fortune en banque, est-ce que tu sais me dire jusqu'à combien à peu près, ou comment est-ce que la banque fait son calcul pour savoir combien est-ce qu'elle peut dégager de fonds propres avec un portefeuille qu'elle met en garantie, en nantissement, en fonction du risque qu'il y a dedans? Alors c'est une très très bonne question. C'est le principe qui consiste à collatéraliser ton portefeuille, tes investissements. Il n'y a pas de réponse linéaire à ça. C'est des ordinateurs qui calculent. Les investissements en bourse sont tellement aléatoires, tellement sophistiqués. Il y a aucune tu retrouveras aucune singularité d'un client à l'autre. Chaque client a un portefeuille différent de son voisin. Donc du coup, les ordinateurs vont prendre en compte le montant de ton portefeuille, la qualité de tes titres, la classe d'actifs dans laquelle tu es investi. Si tu détiens des obligations, encore faut-il déterminer quel type d'obligations tu détiens, à savoir des obligations d'État ou des obligations de pays émergents, qui sont là effectivement déjà considérés comme beaucoup plus risqués. Et on va effectivement faire des calculs, c'est pas nous qui les faisons, heureusement d'ailleurs, des calculs super sophistiqués où on va, et ça peut aller pour quand même t'apporter une réponse, parce que tu poses une question relativement précise, ça peut aller je dis n'importe quoi, sur 1 million collatéralisé, on peut aller de 20 à 50, 60%, dépendamment de la qualité de
de la qualité de tes titres. Après, ça dépend aussi comment est constitué ton portefeuille. Ouais. Est-ce que tu as des ETF? Est-ce que tu as des fonds? Est-ce que tu as des actions? Est-ce que tu as des obligues? Est-ce que tu as de la devise étrangère? Est-ce que tu as des produits structurés? Donc là, effectivement, il y a une multitude de paramètres qui vont rentrer en compte pour pouvoir calculer ce qu'on appelle généralement effectivement un leverage, un crédit lombard qu'on va t'accorder pour pouvoir l'utiliser et le réinvestir ailleurs. Ok, parce que quand on réfléchit, parce que je trouve comme système assez intéressant, ça veut dire si aujourd'hui j'ai 1 million de fonds propres, je peux aller voir ma banque, je lui dis je place mes 1 million, place-moi les 1 million, comme tu veux, et puis tu les gardes en garantie, donc c'est 1 million que je place en banque, tu me rends 600 000 de cash via un crédit lombard, et c'est 600 000 de cash avec, je vais acheter 2,5 millions d'immobilier. C'est exactement ça. Okay. C'est exactement ça, simplement effectivement sur les taux d'intérêt, on avait évoqué la possibilité de refinancement sur le marché de l'immobilier suisse, où on est refinancé à des taux relativement bas, puisque c'est de la dette hypothécaire. On aura peut-être effectivement un désavantage à ce niveau-là, puisque on a des taux d'intérêt un petit peu plus élevés, où la banque va se servir un petit peu plus au passage, et des taux un petit peu, on parle de 2% en termes d'hypothèque, peut-être qu'on sera dans les 3 à 3,5%. C'est relativement aléatoire aussi, encore une fois. Ah ouais, non, mais c'est pas très élevé. C'est pas très élevé, non, c'est pas très élevé, et encore une fois, c'est des choses qui se discutent aussi beaucoup avec la banque, avec le banquier, et en fonction aussi un petit peu de quel type de client tu es. Si tu es un client A, si tu es un client B, en gros, si tu es un vrai riche ou si tu es un faux pauvre. Comment ça fonctionne ça d'ailleurs, ces rankings? Alors ces rankings, effectivement, alors déjà, dépendamment des banques, pour faire simple, on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais c'est très ranké, tu l'as très bien souligné. Oui. Déjà, la banque, elle va catégoriser les clients, donc tu auras des teams qui vont s'occuper, par exemple, des fortunés à Londres. La gestion de fortune, ça commence à 500 000 de patrimoine. On considère que dans certaines banques encore, comme les très très grosses banques UBS, tout ça, voilà, c'est les tickets d'entrée dans la gestion de fortune. De 500 000 à 2,5 millions, on va avoir une catégorie de clients. Ensuite, c'est les voisins qui vont récupérer le compte, de 2,5 millions à 5-6 millions. Okay. Et de 6 millions à plus, on va avoir, et donc du coup, c'est ce qu'on appelle les départements affluent, high, ultra high net worth. C'est-à-dire qu'on va catégoriser déjà les portefeuilles clients de cette manière, et dans le portefeuille que le gestionnaire va gérer, il va lui-même ranker ses clients en disant, bon, lui c'est un client A, je vais en prendre soin. Lui, on prend soin de tous les clients. Simplement, il faut admettre à un moment donné que quand tu sais que ton client, il a 30 millions chez HSBC, qu'il en a que 2,5 chez toi, tu vas peut-être le caresser un petit peu plus dans le sens du poil en espérant qu'il rabat ses fonds chez toi. Ouais. Donc, on va les ranker de cette manière. Ok, d'accord. Par rapport à la crypto-monnaie, pour parler quand même rapidement de la crypto-monnaie. J'espère que tu en as d'ailleurs. Moi, j'ai pas un franc de Bitcoin, j'ai pas un centime de crypto-monnaie. Et tu vois, je me porte très très bien. Non, j'ai pas hâte de fêter le halving. Je sais pas trop ce qui va se passer d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a une fête, vraiment. C'est un peu comme Nouvel An. Alors le halving, c'est très 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 bien fait d'en parler, puisque tu parles de crypto. Ça a lieu dans 4 jours, je crois. Si ma mémoire est bonne, on est le 16, donc moment où le 20. Cette vidéo. Voilà, donc peut-être le moment où ça sort, le Bitcoin sera déjà à 2 millions. Non, je doute. On verra. Je doute. Mais t'as pas de crypto. Bah écoute, je pense que c'est un choix, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvaises décisions. Déjà, je fais pas de conseil en investissement. Ça, c'est super important de le rappeler à la caméra. Alors, de ne pas en avoir, c'est pas grave, puisque tu l'as très bien dit. Toi, tu as atteint un certain niveau financier au travers de l'immobilier et uniquement de l'immobilier, comme quoi tout est possible. Simplement, la chose que je recommande, c'est de s'y intéresser fortement, parce que c'est une grave erreur aujourd'hui de ne pas s'intéresser à la crypto-monnaie. Ça fait 13 ans que ça existe. On considère à 3 ou 4 ou 5% le nombre de personnes qui en détiennent dans le monde. Qu'on en détienne ou qu'on n'en détienne pas, c'est pas grave. Mais qu'on s'y intéresse pas, je pense que c'est une grave erreur. Simplement, on voit bien qu'on le veuille ou non, maintenant c'est là. Avec ou sans nous,
on va y aller. Donc, ça me rappelle beaucoup les débuts d'Internet, où on a mis 10 ans à se moquer d'Internet. D'abord, on a commencé par se foutre de la gueule d'Internet quand c'est arrivé. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Internet, machin. Ensuite, on l'a diabolisé en disant, mais ça, c'est pour le terrorisme, c'est pour les méchants, et puis c'est pour les gens qui font des trafics et tout ça. Et puis, au bout de 10 ans, on a compris qu'on n'avait plus le choix. Et puis, voilà, ceux qui s'y sont intéressés tard, on le voit, hein, ils sont encore à la traîne. Je ne vais pas citer un peu la génération de mes parents, qui sont plus à la page parce qu'ils ont laissé passer ça. Donc ne faites pas cette erreur. Moi, j'encourage pas à acheter de la crypto, mais j'encourage à comprendre ce que c'est, que la blockchain, et voilà. Donc, c'est vrai, ça je comprends. Mais tu vois, j'ai de la peine autant alors peut-être parce que tu vois, j'ai pas de compétences là-dedans. Mais les marchés financiers comme la crypto-monnaie, j'ai de la peine à m'y intéresser parce que, en gros, en immobilier, je trouve que c'est assez simple si tu as des compétences, tu vois, de trouver de la symétrie d'information. C'est-à-dire de trouver des bonnes opportunités parce que tu vois des choses que les autres ne voient pas. Simplement parce que tu as des compétences, tu sais ce que tu peux faire, tu sais comment ça marche, tu sais quelles sont les possibilités. Donc c'est pour ça que je trouve ça extrêmement intéressant, c'est pour ça que je fais que ça. Parce que je sais que maintenant, avec les compétences que j'ai acquises ces 5-6 dernières années, je sais que très clairement, je peux voir des choses que les autres ne voient pas. Tu vois. Et du coup, j'ai un avantage certain, même un avantage tu vois, qui est injuste sur le marché par rapport aux opportunités qu'on voit. Mais je dis, sur les marchés financiers, respectivement sur la crypto-monnaie, est-ce qu'il y a ça, tu vois? C'est quoi ça? Quand tu dis ça, c'est-à-dire? Est-ce que tu as des possibilités via des compétences que tu as réellement, hein, d'accéder au final à des infos, de voir des choses que les autres ne voient pas, tu vois? Alors, c'est une très très bonne question. L'immobilier, c'est concret, tu vois. Alors effectivement, et je te rejoins totalement sur le fait que l'immobilier, ça reste relativement... il y a une singularité qu'on retrouve, il y a des dénominateurs communs carrément qu'on retrouve, je dirais dans l'immobilier, même un peu partout en Europe, même si c'est clair qu'il va y avoir des spécificités dans l'immobilier suisse ou l'immobilier espagnol. Simplement, on va retrouver des dénominateurs communs et puis une forme de singularité qui disparaît quand on arrive sur les marchés financiers parce que c'est effectivement relativement sophistiqué. Je ne dis pas que c'est compliqué. Sophistiqué, ça ne veut pas dire compliqué. Il ne faut pas que ça paraisse comme condescendant que je dis ça. Il n'y a pas de condescendance là-dedans. Simplement, c'est vrai que c'est plus sophistiqué. On a beaucoup plus de classes d'actifs, beaucoup plus de produits à disposition. Chaque produit fonctionne totalement différemment que celui qu'on a évoqué précédemment. Et pour revenir à la crypto, tu serais étonné de voir à quel point il y a cette transparence. Peut-être que tu évoques, tu dis, est-ce qu'on arrive à retrouver ces informations, voir ce que les autres ne voient pas? On est carrément aujourd'hui sur une technologie qui nous surprend de par sa transparence, puisque le principe de la décentralisation, de la blockchain, c'est de permettre en fait d'avoir une transparence, une totale transparence, c'est-à-dire que je peux voir aujourd'hui qui détient quoi. On a accès au wallet, donc au portefeuille de tous les investisseurs crypto du monde. Ils sont à disposition et à la vue de tous. Pardon. Et donc du coup, si on a cette instruction, si on a cette éducation financière, si on s'est formé sur la blockchain, sur les marchés de la finance, et puis qu'on on a aiguisé un petit peu notre flair, carrément, on arrive à voir ce que certains ne voient pas. De la même manière, je dirais peut-être que toi, tu as réussi à voir par moment, parce que tu as acquis cette expertise après des années. Alors oui, carrément, on retrouve ça même dans le milieu de la crypto, et même plus qu'ailleurs. Je dirais. Ah ouais. Non, mais réellement. Alors ça peut paraître, parce que c'est très chinois la crypto, et ça l'est encore aussi pour moi. Hein. Ça l'est encore aussi pour moi. Moi, je m'y intéresse depuis plusieurs années maintenant, et encore, j'ai l'impression par moment que je suis un dinosaure. Mais non, il y a vraiment, je vous encourage à tous à vous former, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ou qu'on veuille en acheter ou pas. Vous allez être surpris par la pertinence, la transparence de cette classe d'actifs. Et tu t'es intéressé aux NFT? Tu as acheté des photos de singes? Non. Alors, je m'y suis intéressé et j'ai vécu là. J'ai vécu. Elle était bien placée. Je connais bien. Hein, non, mais je vois que tu es calé sur le sujet. Alors, encore une fois, les NFT, ça correspond. Ça ne reflète pas le marché de la crypto-monnaie.
parce que ta question peut paraître un peu Alors, réductrice, ce que je sais, c'est que mais c'est comme c'est sophistiqué. Hein, c'est comme réduire l'immobilier à une place de parking. Tu vois, c'est pas le cas. Mais simplement, alors moi je m'y suis intéressé de loin, j'en ai jamais acheté. Dans tout secteur d'activité, dans toute classe d'actifs, il va y avoir un peu des tendances comme ça qui vont naître puis qui vont disparaître. Il y a eu une vague effectivement dans cette qui a tourné autour des NFT, c'est ce qu'on appelle l'art numérique. Et je m'y suis intéressé, j'en ai jamais acheté. Et il ne faut pas réduire la crypto-monnaie à des photos de singes. Les NFT. Les Ah, c'est NFT, vrai. pardon. Non, mais je dis ça pour rire parce que j'ai mon bras droit chez Inved, il est assez là-dedans, hein, dans la crypto, dans les NFT. Alors, c'est-à-dire, il fait ça pour après faire de l'immobilier, hein, parce qu'il a bien compris que l'immobilier c'était bien mieux, mais d'abord il veut tester des trucs, prendre des risques, machin. Bon, j'arrive à comprendre. Mais je le comprends, parce que moi aussi je prends beaucoup de risques dans l'immobilier, mais j'essaye de. C'est possible de prendre des risques dans l'immobilier? Non, ça c'est pas possible. mais je prends des risques dans le business, mais en disant je garde très peu de liquidité, quoi. Je fais un peu tourner cet argent. Et puis lui, des fois, il vient le matin, il me dit oh, regarde. La photo, là, j'ai acheté ça hier, ça a fait plus 90%. Je dis, mais c'est quoi ces rendements? C'est quoi cette merde? J'ai acheté ça 4 000 francs hier, et là, ça a fait plus 90 000 francs. Enfin, plus 90%, pardon. Et bon, il me dit ça que quand ça fait plus 90%, il me dit rarement ça quand ça fait moins 200%. Mais voilà. Mais c'est bien que tu le dises, et je pense que c'est important de le rappeler aux auditeurs, ça reste une classe d'actifs très très volatile, relativement même très risquée. C'est quelque chose d'encore très nouveau. 10 ans pour une classe d'actifs, ça ne suffit pas. Ouais, bien sûr. Donc c'est important que les gens se renseignent, se forment, et qu'ils n'y aillent pas. Il y a énormément de gens qui ont perdu tout ce qu'ils avaient dans le marché de la crypto. Donc c'est aussi important, je pense, de le rappeler. Ouais, complètement. Et puis, je voulais rebondir juste par rapport au Crédit Lombard, parce que tu as parlé d'art numérique, mais aussi l'art physique. Et je sais que du coup, dans les assets qu'on peut mettre en garantie à la banque, on peut aussi mettre éventuellement des montres, des voitures même, de l'art, hein, des tableaux. Ça fonctionne comment? La banque, elle prête combien pour ça? Alors, déjà, il faut comprendre qu'une banque, dès le moment où elle arrive à déterminer une valeur intrinsèque d'un bien, il n'y a plus de raison qu'elle ne le considère pas comme un collatéral et qu'elle ne te prête pas d'argent. C'est-à-dire que dès le moment où elle sait qu'elle a une garantie, c'est jackpot pour elle. Pour l'art, c'est compliqué. Pour l'art, c'est un petit peu plus compliqué. Très peu de banques le font, il faut le savoir. Ah ouais, ok. Tu ne retrouveras pas ça dans des très très grandes banques comme Crédit Suisse ou tout ça, mais plutôt dans des banques privées où on va avoir un service plus personnalisé. Il faut savoir que voilà, il y a des différences de services entre les banques, si vous allez chez Julius Baer, si vous allez Pictet, Lombard, c'est vrai que vous allez retrouver, disons, une autre mentalité que quand on va chez des monstres comme UBS, ou Crédit Suisse ou HSBC, où effectivement. Donc toutes les banques ne le font pas. Il n'y a pas de raison que les banques ne le fassent pas pour certaines, puisque comme je le disais, elles ont une garantie. Et comment ça se calcule? Encore une fois, il y a un expert qui vient, qui va évaluer tes biens de manière intrinsèque. Tu as une voiture de collection que toi tu estimes à 1 million, la banque va te l'estimer à 700 000. Elle sait qu'elle ne prend aucun risque à ce prix-là, puis elle va te prêter 50% de ce qu'elle va collatéraliser, voilà, de ce qu'elle estime. C'est grosso modo comme ça que ça fonctionne. Ok, ouais. Ouais, c'est pareil pour l'immobilier, sauf qu'elle retient souvent la valeur d'achat. Ouais, non. Alors moi, chez UBS, on ne le faisait pas. Donc, je ne sais pas s'ils retiennent la valeur d'achat, mais je sais que ça se fait. J'ai connu des homologues qui pratiquent ça pour leurs clients, surtout dans le domaine de la gestion de fortune. Donc, ça se fait aussi en bourse. Il n'y a rien, dans l'immobilier qui se fait qui ne se fait pas en bourse. C'est vrai. C'est quoi d'ailleurs du coup ton point de vue par rapport à l'immobilier quand tu es
je veux dire, quand tu fais de la gestion de fortune comme ça pendant longtemps, du coup, tu as dû voir beaucoup de clients qui effectivement investissent sur les marchés financiers, mais aussi beaucoup en immobilier, je pense. Ils ont Bien tous, sûr. à un moment donné, de l'immobilier. Quasi. Donc, pas forcément l'immobilier indirect, là, pour le coup, mais plutôt direct. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Alors, je pense qu'effectivement, culture bancaire oblige, avoir de l'immobilier quand on commence à avoir un patrimoine conséquent, c'est indispensable. Une allocation en immobilier. Mais ça veut dire que quand tu dis qu'avoir un patrimoine conséquent, ça veut dire avant que tu aies combien, tu dis aux gens de ne pas s'intéresser à l'immobilier, tu vois? Parce que Alors, encore une fois, je dis toujours, c'est très pertinent les questions que tu poses. Encore une fois, je dis toujours qu'il n'y a pas de réponse linéaire parce que pour moi, quelqu'un qui a 25 ans, qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant, je ne peux pas lui apporter la même réponse qu'un mec qui a 48 ans, qui est marié, qui va bientôt être grand-père ou qui est déjà grand-père, qui a travaillé dur, puis qui arrive gentiment, voilà, qui commence à avoir envie de lever le pied. Je vais lui dire, il te faut de l'IMO, il te faut de l'IMO, il te faut 70% d'IMO en tout cas. Ça va dépendre aussi encore, voilà, il me dit, quelqu'un qui a 25 ans, qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant, non, je vais lui dire, ok, tu veux faire de l'IMO, fais pas de l'IMO. Alors peut-être que j'ai tort de dire ça, et tu m'en voudras pas, j'espère que je ne vais pas te vexer. Ne fais pas d'IMO en Suisse. on va couper ça. Mais parce qu'encore une fois, ça ne veut pas dire que l'IMO en Suisse, c'est pas bon. Simplement, si moi, personnellement, je vais parler de moi, je suis quelqu'un qui a une aversion au risque très élevée. Moi, je suis un challenger. Je suis un gamer, j'aime jouer. Donc, du coup, quand je fais des investissements, je vais m'exposer parce que je cherche des rendements élevés. Moi, si je ne fais pas entre 50 et 100% sur un investissement en quelques mois, j'ai pas forcément envie d'y aller. Pas toujours. Je caricature un petit peu, mais simplement pour te... Voilà. Et ça, dans cette configuration-là, c'est impossible de retrouver ça dans l'immobilier. Non mais réellement, faire 100% aujourd'hui en 6 mois, en tout cas en Suisse, alors si c'est le cas, c'est quelque chose que je connais pas. Et ça m'intéresserait. Manque de l'information. Voilà, alors, encore une fois, c'est possible. Hein, moi, je suis une culture très bancaire. Mais c'est vrai que moi, j'ai une appétit au risque élevé. Et les marchés financiers aujourd'hui, à mon sens, et pas qu'à mon sens, parce que du haut de ma petitesse, j'ai un peu d'expérience là-dedans, je sais qu'il n'y a que la bourse qui peut ouvrir ces rendements-là sur une période de temps courte. Encore une fois, en prenant le risque qui va avec. C'est aussi important que les gens le comprennent. Il y a aussi énormément de gens qui perdent énormément d'argent sur les marchés financiers, contrairement à l'immobilier. On va trouver très peu de gens, tu entendras très peu de gens te dire « mais j'ai tout perdu dans l'IMO ». Je crois même pas que ça existe. Non, donc je suis pas en Suisse. Non, mais parce que carrément, on a un immobilier de qualité. Mm-hmm. Moi, j'encourage les gens à investir dans l'immobilier. Et même, je suis le faire-valoir de l'immobilier suisse. Mais pour générer beaucoup d'argent rapidement, c'est peut-être pas dans ce sens-là qu'il faudra se diriger dans un premier temps, mais plutôt peut-être dans un second temps. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, mais je pense que c'est simplement parce que c'est une question d'effort à fournir, si tu veux, qui est différent. C'est pas le même effort à fournir pour faire des rendements comme tu le cites là. Parce que là où certainement peut-être sur les marchés financiers ou en crypto-monnaie, j'en sais rien, tu peux peut-être investir dans des photos de singes qui sont extrêmement risquées, tu vois, extrêmement spéculatives. C'est vrai. Donc avec énormément de volatilité. Et donc effectivement tu investis, mais c'est plus du poker. Tu dis, ok, je mets des billes, on verra. Alors certainement ces fois ça peut être plus maîtrisé qu'à d'autres moments, mais il peut y avoir quand même des coups de poker où tu peux faire autant autant des opérations négatives que positives. Mais par contre tu peux aller chercher plus de rendement avec moins d'efforts. Tu fais juste acheter, vendre sur internet, voilà. Bien sûr. Et dans l'immobilier, certes, tu peux faire la même chose, acheter, vendre, hein, du trading immobilier, hein, mais ça demande beaucoup plus d'efforts physiquement. Tu vois, c'est pas juste tu vas sur internet, tu achètes, tu vends. Tu pourras faire ça avec des fonds, mais tu fais pas 50% en 5 jours. Non. Mais par contre, non, tu peux clairement, hein, sur un an, tu peux clairement faire du 50, 100%, 150% sur tes fonds propres. Alors, mais tu dois fournir beaucoup d'efforts. Et le tout premier deal que j'ai fait, alors par contre j'ai des informations, c'est clair que maintenant j'ai des compétences, mais quand j'ai commencé j'avais fait 1 an et demi de courtage, hein, 1 an et demi de courtage pile, quand j'ai acheté le premier objet. C'est pas non plus, j'étais pas un expert, tu vois, avec 50 ans d'expérience. Et vraiment j'ai mis 50 000 francs de fonds propres.
Et à la fin de l'opération, 4 mois plus tard, mais quand je dis 4 mois, c'est le moment où j'ai récupéré les clés et j'ai rendu les clés, j'ai ressorti 74. Donc 46%. En gros, j'ai fait plus 24 après impôt, hein, c'est important de le dire, après impôt. Donc plus 24 sur l'investissement initial que j'ai mis. Donc j'ai mis 50 000. Donc en gros, c'est 46% de rendement sur fonds propres. Et ça a duré 4 mois. Donc si tu fais des opérations comme ça régulièrement, tu peux faire des rendements que tu cites. Bien sûr. Bien sûr que tu peux le faire. Mais par contre, et c'est évident, il y a un effort à fournir qui est largement différent que simplement acheter des cryptos. Alors là, du coup, ce que tu dis, c'est très intéressant. Mais pour remettre les choses en parallèle, tu parles de générer, aller chercher des rendements de 50-100%, c'est possible en faisant, en étant vraiment très actif, et tu l'as démontré. Mais à contrario, sur les marchés financiers, si tu es très actif, et que là, encore une fois, c'est-à-dire que toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire que si je vais investir la même énergie que celle que tu viens de citer là en disant je vais devoir, pour générer ces rendements dans l'immobilier, je vais devoir être hyper actif, je vais devoir faire un grand effort. Là, à contrario, sur les marchés financiers, si tu commences à faire ça, c'est-à-dire que si tu es là tous les jours et que tu t'y intéresses et que tu fournis beaucoup d'efforts, tu n'es plus sur 50% de rendement, mais tu es sur 200% de rendement, 300% de rendement. Donc encore une fois... Mais qui fait 300% de rendement des traders. Sur les marchés financiers. Des traders. Annuels. Des traders, bien sûr. Des traders avec des effets de levier. Vous utilisez l'effet de levier dans le monde de l'immobilier. C'est même d'ailleurs quasi incontournable, indispensable. Dans la bourse, c'est pareil. Il y a énormément de traders particuliers qui commencent le 1er janvier avec 10 000 francs en portefeuille et puis qui vont se retrouver avec 60, 70, 100 000 francs en fin d'année parce que le mec, il trade tous les jours. Moi, si je calcule son rendement annuel, qu'est-ce qu'il a généré, ce gars, en un an, avec ces 10 000 francs, tu n'aurais pas pu... c'est impossible de faire ça ailleurs. Et il n'y a que les marchés financiers qui t'offrent ça. Donc, encore une fois, je crois qu'il faut comparer le comparable. Simplement, moi, je l'ai toujours vu comme quelque chose de complémentaire. Mais réellement, j'ai toujours vu l'immobilier comme quelque chose qui vient compléter le marché financier, ou le marché financier quelque chose qui vient compléter le domaine de l'immobilier, et vice-versa. Je ne crois pas qu'il y ait une classe d'actifs qui soit meilleure que l'autre. Simplement, il va y avoir une classe d'actifs qui va être plus appropriée que l'autre en fonction de qui va s'engager et de ses objectifs. C'est clair, c'est clair. Bon, je pense qu'on est un peu situé dans ce que tu dis, hein, si on va se focaliser sur l'effort à fournir, parce que là, je dirais, quand tu fais 5, tu peux pas aller chercher 50-100% sur les marchés financiers si tu fais que juste acheter du S&P. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Tu fais juste ça, mais tu peux pas aller chercher 50-100%. Et si tu fais juste ça, c'est comme si tu fais juste acheter un appart. Exactement. C'est pareil. Exactement. Donc, tu vois, et le rendement sur fonds propres, en gros, même sans faire un effort qui est monstrueux, hein, tu peux quand même, parce que le rendement, c'est vrai qu'on sera autour de 4%, 5%, c'est bas, mais sur le deal en entier, mais il y a l'effet de levier. On t'a parlé avant. C'est-à-dire la banque met une grosse partie, donc c'est-à-dire que l'argent qu'on sort nous réellement, on peut vite aller chercher 10, 12, 15% sans trop forcer vraiment. Ouais. Et donc là, si on compare l'un à l'autre, voilà, on n'est pas, ça se tient quoi. Et par contre, si on achète, on revend, on n'est pas quand même au stade où on fait que ça tous les jours, jour et nuit, tu vois, le matin jusqu'au soir. Non, mais c'est vrai que de toute façon, c'est deux investissements qui sont complètement différents. Certainement que moi je dirais faut faire attention parce qu'on me parle souvent de diversification, évidemment à moi. On me demande pourquoi je fais pas de diversification. Et la raison elle est simple, c'est juste que si on fait tout, on fait rien à la fois, tu vois. Donc je me dis je peux pas tout savoir des marchés financiers, je peux pas tout savoir des crypto-monnaies ou des NFT et tout savoir de l'immobilier. Donc ce qui m'intéresse moi c'est l'immobilier. Les compétences elles sont dans l'immobilier que j'ai commencé à forger il y a 5-6 ans et que je vais continuer maintenant jusqu'à ma mort parce que j'ai rien d'autre qui m'intéresse. Donc en gros je me dis c'est impossible aujourd'hui, si je fais ça pendant 30 ans, c'est impossible dans 30 ans je sois mauvais. C'est soit je me suis vraiment gouré de chemin, soit c'est moi qui ai un problème psychologique, ou alors c'est moi qui ai un souci, quoi. Ou alors vraiment le marché ou l'immobilier n'a plus aucun intérêt, ça s'est écroulé, j'en sais rien. Ce serait pas de bol. Mais tu vois, si tu fais
pendant 30 ans la même chose tout le temps, c'est impossible d'être mauvais. Ça devient même très difficile d'être mauvais. Et je pense que de dire, si j'ai 50 000 francs à investir, j'ai investi où? De dire il faut que je mette un peu dans l'immobilier, un peu dans la bourse, un peu dans les NFT, c'est compliqué aussi, tu vois. Mais je peux comprendre l'approche. Moi, je suis aussi un petit peu comme toi. La diversification, oui, parce que on nous l'a appris comme ça, et puis mais encore une fois, elle convient pas forcément à tout le monde. Moi, j'avais plein de clients à la banque à qui ça convenait pas. Et je pense que la diversification, un petit peu, oui, mais peut-être que trop. En bourse, on dit que trop de diversification tue la performance aussi. Donc je te rejoins aussi un petit peu sur ça, sur le fait que je me vois pas moi aujourd'hui allouer, si j'ai 100K, 30% à l'IMO, 30% aux actions, 30%. Mais encore une fois, parce que ça me correspond pas. Parce que voilà, je vais vraiment me focus sur une classe d'actifs, je vais chercher des rendements élevés, donc du coup c'est important que je sois concentré sur un truc, un secteur, où je vais aller chercher voilà, la pépite, le truc, l'investissement qui va me permettre de doubler rapidement mon investissement. Complètement. Moi, je pars du principe que au début, il faut même pas du tout se diversifier. Après, c'est mon avis à moi, qui me concerne que moi. Mais je me dis au début, il faut justement pas du tout se diversifier. Aller tout sur un projet dans lequel on croit, tu vois. Et puis apprendre des choses, monter en compétences dans ce domaine-là. Et puis plus les fonds s'agrandissent, et puis plus on peut réfléchir à la diversification. Mais avant, ça n'a aucun sens de mettre. Ça fait du sens de se diversifier quand il y a 30 millions à mettre un peu à gauche, à droite. C'est ça. Mais pas quand il y a 3 francs. Quoi. Ouais, c'est ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et dans le cadre de la gestion de fortune, si je suis, admettons, j'ai la quarantaine, maintenant j'ai 2 enfants, j'ai 5 millions à disposition. C'est quoi le pourcentage que je dois allouer? Je ne veux pas prendre trop de risques. Moi, je veux juste investir ça, laisser bosser. Je continue de travailler en parallèle, tu vois. Alors, je souris, mais je te laisse finir. C'est quoi le pourcentage que je dois allouer à l'immobilier, respectivement au marché financier, ou peut-être éventuellement en crypto pour prendre un tout petit peu de risque? Alors, je souris parce que c'est ce que j'entendais souvent à la banque. Quand on recevait les clients et qu'on les rencontrait, donc on avait des clients internationaux, c'est-à-dire que les clients venaient de l'étranger pour revoir leur banquier. J'avais souvent les clients qui disaient la même chose que toi. Moi, je ne veux pas prendre trop de risques. Puis donc du coup, je te confie, je te ramène 1 million de plus. Fais-moi une proposition, un truc tranquille, pas trop risqué. Et puis quand je lui disais d'accord, mais qu'est-ce que tu appelles pas trop risqué? Il me disait 7-8%. Et donc du coup, on avait ce décalage entre le pas risqué et le 7-8%. Sur du pas risqué, 7-8%, c'est pas possible. À 7-8%, on commence à prendre un peu de risque. Et ça, c'est super important de le préciser. Et il me disait, mais non, parce qu'effectivement, eux, surtout les clients que nous on avait, c'était des clients du Proche-Orient, de pays en voie de développement pour certains. C'est vrai que ces pays-là délivrent des rendements basiques de 10-12%, puisque ils sont obligés pour attirer des capitaux. Puisque quand on est en dirham, en dinar, si on veut attirer des capitaux, il faut payer 12%, 13%, sinon il n'y a personne qui vient. Ouais. Donc pour lui, quand tu lui dis que 7-8%, c'est pas du pas risqué, il te regarde avec des yeux du genre, mais tu rigoles. Moi, mon ami, il m'a dit que son banquier, il lui faisait du... Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que, encore une fois, 5 millions, pas trop risqué, on va sur des fonds d'investissement. On va sur des fonds d'investissement qui sont relativement conservateurs, qui vont te délivrer du 4-5%, relativement facilement, qui sont très, très bien gérés, qui ont très bien supporté les crises. On a des track records en banque sur 10-15 ans, où on voit 2008, 2011, la faillite de la Grèce, on voit comment le fonds s'est comporté. Et on se rend compte qu'effectivement, mettre son argent dans des fonds comme ça, de très grandes banques, ça comporte très peu de risques. Ils sont alloués en actions, ça va être des actions de qualité, ce qu'on appelle du AAA, du Nestlé, des choses vraiment très solides. Il va y avoir un petit peu de devises, toujours un petit peu de fiat. On va retrouver des obligations beaucoup dans les fonds d'investissement. Et l'immobilier, on va le retrouver de manière indirecte, puisqu'on ne retrouvera pas dans un fonds d'investissement UBS un immeuble. On va retrouver
un produit immobilier ou une société immobilière. Donc Ouais. du coup, ça nous permet d'investir dans l'immobilier de manière indirecte. Ouais. C'est Donc, quoi voilà. ton avis par rapport à ça, exclusivement au fonds d'investissement, fonds de placement immobilier, coté, pour faire simple, pour l'investissement pur? C'est le meilleur moyen de déléguer pour quelqu'un qui n'a pas envie de s'intéresser Ouais. à la bourse, qui n'a pas envie de se casser la tête parce que c'est un artiste, parce que c'est un boulanger, ou parce que il y a rien de, ou parce que tout simplement il est porté sur autre chose. Il n'a pas forcément envie d'apprendre à gérer son argent tout seul, et je peux comprendre, c'est un choix. Simplement, à ce moment-là, effectivement, c'est ce qui fait sens. Investir dans des fonds d'investissement, c'est le meilleur moyen de déléguer ça et de laisser les banques se rassasier avec les frais d'entrée, les frais de sortie. À chaque fois qu'on te vend des fonds et qu'on fait des rachats de parts de fonds, c'est pour ça que j'encourage les gens à acquérir une base d'éducation financière, parce que je pense qu'aujourd'hui on doit tous être capables, à un certain niveau en tout cas, de prendre des décisions concernant notre argent, concernant notre patrimoine, même si à un moment donné on se dirige vers un professionnel, vers une institution financière, une banque. Effectivement, pourquoi pas, mais qu'on soit quand même capable de comprendre ce qu'elle nous propose, et que voilà, pas forcément besoin quand tu as 25 ans, quand tu as 30 ans, quand tu as 35 ans, d'investir sur des fonds d'investissement aujourd'hui. Les outils que Internet propose sont quasi équivalents à ce qu'une banque utilise pour investir l'argent que tu vas lui confier. Il n'y a pas de raison que tu ne sois pas capable de toi-même acheter tes actions, tes ETF, tes cryptos ou tes fonds en immobilier. Ouais, c'est clair, complètement. Bon, quoique les cryptos, j'avais fait quand même un petit test, hein, et parce qu'à un moment donné, j'étais quand même obligé de tester et d'acheter une crypto. Et du coup, j'ai vu le chemin qu'il faut parcourir pour le faire. Ouais, alors, c'est c'est compliqué, très bien j'ai que t'en compris. parles. Hein, et d'ailleurs, le nom des sites, on dirait toujours que c'est des Les trucs de la NASA. Enfin, c'est cookiecrypto.com pour acheter ta crypto. Et je me suis toujours dit, c'est hallucinant, je pense, l'argent qui circule là-dedans. Mais bon, c'est un monde assez particulier. Non. Mais c'est pas si simple que ça, et les frais de transaction, ils sont élevés. Hein. Donc, effectivement, tu as totalement raison, c'est pas si simple que ça. C'est d'ailleurs la chose que je reproche encore à cette classe d'actifs. Ouais. Simplement, il faut lui concéder le fait qu'elle est jeune. Elle vient d'arriver, il y a encore tout à faire. C'est pour ça que je dis qu'il faut s'y intéresser maintenant. Dans 10 ans, ce sera trop tard. Il y a une chose, il y a quand même un élément nouveau cette année qu'on n'a jamais connu dans le monde de la crypto-monnaie, c'est l'arrivée du cartel, des institutionnels, des gros acteurs comme BlackRock et les gros fonds d'investissement américains et les banques maintenant qui le proposent sous forme de produits régulés, et ça change tout. C'est-à-dire que c'est fait, ça a été adopté, et donc du coup avec ou sans nous, je le disais tout à l'heure, on va y aller quoi. Ouais, complètement. Un dernier mot peut-être sur les personnes qui, parce qu'on a beaucoup parlé d'investissement, mais les personnes qui ont 2 millions, mais qui ont 2 millions sur un compte épargne. C'est la plus grande erreur. Voilà, c'est une catastrophe. Mais même pas 2 millions, même 500 000 sur un compte épargne, c'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui coûte. Aujourd'hui, avec l'inflation, laisser de l'argent sur un compte épargne, c'est perdre de l'argent chaque année. On n'a pas besoin d'être Warren Buffett, on n'a pas besoin d'être trader, on n'a pas besoin d'être Edouard Clair ou Foster Club ou Ziad Medeb pour investir son argent et comprendre qu'il ne faut surtout pas le laisser sur un compte épargne. Si on n'a pas envie de se prendre la tête, si ça ne nous intéresse pas, si la finance ne nous intéresse pas, on va voir un professionnel, on prend un produit relativement sûr, on va voir Edouard Clair, on investit dans l'immobilier en Suisse, on ne se casse pas la tête, mais on ne laisse pas son argent à la banque parce que l'argent à la banque, c'est de l'argent qui coûte. On ne se rend pas compte que chaque année, la valeur de notre patrimoine est dévaluée de 3 à 4% parce que c'est l'inflation qui nous l'impose. Donc ne faites pas ça. 3-4%, c'est beaucoup. Hein. Quand on pense qu'on ne gagne rien en plus avec cet argent. Donc 3-4%, c'est-à-dire que si on considère que si on investit ces 500 000 francs d'épargne dans un appartement qu'Edouard Clair va nous proposer, qui va générer 4% de rendement, on est flat. 8%. On n'a rien gagné, on n'a rien perdu. Non, je rigole. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'à 4% de rendement, il faut considérer qu'on n'a pas gagné d'argent. Jusqu'à 3% de rendement, on a été absorbé par l'inflation. On perd beaucoup plus d'être passif. Hein. On perd beaucoup plus de passif. Donc investissez votre argent d'une manière ou d'une autre. Investissez-le. Surtout dans l'immobilier en Suisse. Surtout dans l'immobilier.
Merci beaucoup, Ziane. Merci à toi, Edouard, c'était l'épisode. super. Merci Très beaucoup pour intéressant. l'invitation. Et puis, à très vite. À très bientôt.